que si je rentre sur Twitter, c'est pas pour faire des recherches sur la constitution, enfin le processus constituant en Tunisie, c'est d'abord parce que à ce moment-là, je suis candidate au municipal à Paris dans le 12e pour le parti de gauche. Et que c'est un outil de mobilisation politique. Et donc j'y rentre pour ça, genre pour faire des tweets, je sais pas moi, tractage sur le marché de la Ligue. Et ça, en fait, cet usage de Twitter ne m'intéresse pas particulièrement, mais bon, ça fait partie du boulot politique, donc je le fais. Mais c'est parce que je suis sur Twitter pour ces raisons-là que je tombe un peu par hasard sur les tweets de l'organisation non gouvernementale qui suit la constitution tunisienne, enfin, le processus constituant tunisien. Donc après arrive ce passage, et c'est vrai que là, il y a... ça a duré presque un mois où je passais mon temps à suivre soit les journalistes, soit cette fameuse organisation qui s'était substituée en fait à l'État pour assurer la publicité des débats constituants. Et c'est là que je comprends que Twitter c'est un véritable outil de transmission d'un contenu et pas simplement une espèce de support à des petites brèves pour des renseignements de calendrier politique et électoral. Et en fait, c'est en regardant, en fait, en suivant les débats à la constituante tunisienne que je commence à me dire mais ce serait tellement drôle si on pouvait faire une espèce de faux débat sur Twitter de la constituante ou de la convention. Enfin, je me mets à imaginer tout un tas de trucs. Et c'est ça qui me conduit à commencer à faire de l'histoire sur Twitter. Parce que je trouve que l'outil du fil, justement, est pour ça assez utile. Alors, au tout début, je faisais surtout des éphémérides. Donc une date, juste l'événement. Et en fait, assez vite, je me rends compte de l'insuffisance de l'éphéméride, surtout qu'à l'époque, Twitter n'a que 180 signes. Maintenant, on est à un peu plus, 140 même. Mais à l'époque, il y en a beaucoup moins. Donc on ne peut absolument pas expliquer les événements. Donc je commence à développer. Et en fait, on va dire en 2 ans où je le fais de plus en plus, je développe de plus en plus. Je me mets vraiment à en faire quelque chose de construit et que je travaille beaucoup en amont et que j'utilise comme un outil de transmission d'une éducation populaire, si on peut dire. Ce qui fait que quand on arrive en 2016, à ce moment-là, je dois avoir 5000 abonnés, ce qui est pas mal en fait. Enfin, c'était pas ça, maintenant ça me fait rigoler forcément, mais à l'époque c'était quand même pas mal. Mais ça implique que je suis quand même déjà un peu suivie sur les tweets historiques. Et oui, effectivement, donc Manuel Valls sort son instrumentalisation islamophobe de Marianne, je m'énerve, et là ça marche. Alors là, c'est les mystères de Twitter. Mais dans le cadre de mes activités politiques au parti de gauche, j'animais la commission histoire, je défendais l'éducation populaire et la formation historique à l'intérieur du parti, mais des partis en général, considérant que les partis, ça doit être des espaces de formation et pas uniquement des écuries électorales. Et donc c'est pour ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que de diffuser une histoire, et une histoire qui est pensée comme émancipatrice et comme combustible de la lutte. Donc en fait, Twitter est un des moyens de le faire. On doit vraiment veiller à intervenir en tant qu'historien donc sur ces domaines et pas en tant que toutologue capable de parler de tout et n'importe quoi. Voilà, moi je ne vais pas aller parler de l'enseignement du fait colonial et encore moins de, je sais pas moi, la situation actuelle au Liban. Enfin, on parle de ce qu'on connaît et qu'il est très important de rester sérieux avec cette casquette. On est scientifique, donc on ne peut pas parler de tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'en général, parce que ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tu es un peu quelqu'un de médiatique, on t'invite dans toutes les émissions, mais hein, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que on perd pas de temps à discuter avec des Zemmour, des machins, des bidules. En tout cas, on joue pas le jeu du spectacle de l'historien qui vient pour tacler en plus le professionnel de ce type de communication où tu te fais forcément avoir. L'importance du collectif, même si en général on te demande tout seul,
de toujours rappeler qu'on ne travaille pas tout seul, qu'il y a plein d'autres historiens et historiennes qui font ça, donc essayer de faire très attention, même si c'est difficile, à la personnalisation et avec tout ce qu'elle peut embarquer de narcissisme derrière. C'est pas parce que c'est de la vulgarisation que c'est un travail de mauvaise qualité, qui fait partie des missions publiques de l'enseignant-chercheur, qu'on est aussi payé pour ça, en gros, enfin moi ça c'est ma phrase préférée donc je la ressors tout le temps, mais qu'il n'y a pas plus de ruissellement du capital culturel que du capital économique, et qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ruisseler, et que les enseignants-chercheurs, pas tous, ils peuvent ne pas avoir envie, mais on est des bons passeurs de ça. Et que en fait c'est de notre responsabilité aussi de faire ruisseler le capital culturel, parce que sinon on laisse le champ libre à tout et n'importe quoi, d'abord scientifiquement et ensuite politiquement, et que je ne sais pas si c'est dans l'affrontement, en tout cas du face-à-face avec... ils sont rompus à ce type d'exercice, c'est hyper dur d'arriver à s'en tirer. En revanche, il faut occuper l'espace, il ne faut pas leur laisser, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à rivaliser avec leur puissance de frappe, hein. Mais même si on prend un petit bout de l'espace, il faut le prendre, parce que petit à petit on peut gagner, et on ne peut pas leur laisser des contre-vérités, et en plus des contre-vérités politiquement délétères, se déployer sans nous déployer à la fois les résultats de la science historique, et de fait une histoire qui est, alors là pour Zemmour c'est autre chose, mais contre Bern et Deutsch, on explique que bon, les princesses ça va 2 minutes quoi, mais, Le problème aussi, c'est que les émissions dans lesquelles on se retrouve face à Zemmour, on est forcément coincé par le dispositif. Déjà parce qu'on essaie de faire croire que les deux personnes sont à égalité, ce qui n'est pas le cas. Les historiens, les universitaires n'ont pas à avoir de mépris pour ceux qui font de l'histoire sans on va dire la reconnaissance institutionnelle, à partir du moment où la méthode, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ces dispositifs où un journaliste fait comme si voilà, c'était absolument démocratique et égal, alors que tu as une espèce de monstre de la télé et de l'habitude de ces trucs, et des historiens qui de toute façon pour parler ont besoin de temps, c'est long d'expliquer une chose, de démontrer, l'autre il te fait 3 phrases, sauf que nous, si on peut faire ça, mais on sait très bien que si on fait ça, on n'est pas correct en fait, scientifiquement et intellectuellement. Donc à côté d'un mec qui fonctionne que par punchline, qui est capable de te sortir des contre-vérités sans sourciller, et toi qui es là à expliquer non, c'est pas si simple, hein, tu perds dans ce dispositif. Donc à moins, mais pour l'instant ça n'existe pas, d'un dispositif où justement l'historien ou l'historienne aurait vraiment la possibilité de répondre par un discours argumenté, on lui laisse le temps, etc. Là peut-être, j'en sais rien, mais dans les dispositifs actuels, une émission type CNews ou n'importe quoi, là c'est pas possible. On est là pour avoir des gants de boxe, et peut-être qu'on peut se faire plaisir, et peut-être qu'on peut jouer punchline contre punchline, mais je pense que c'est pas. Par contre, l'intellectuel il n'a pas à jouer trop ce truc-là, quoi. Des fois on le fait, hein, ça arrive, mais c'est pas. Mais on s'est demandé par exemple quand Gérard Noël a sorti son bouquin sur Zemmour s'il allait. Et d'ailleurs dans le livre il dit que non, que ça sert à rien en fait, parce que de toute façon, même si face à Zemmour il en sait beaucoup plus et il a les moyens de le démontrer à chaque fois que tout ce qu'il dit se rattache à telle historiographie ou n'a aucune... Et en fait les émissions n'ont pas envie qu'on fasse ça, ils ont juste envie qu'on s'engueule. Or nous on n'est pas juste là pour s'engueuler devant un public qui va compter les points. Plus on sera nombreux à intervenir, écrire, enfin à critiquer parfois, bon c'est vrai que sur Twitter des fois je m'amuse à attaquer, mais c'est pas le truc le plus malin que je fais, hein, c'est juste parce que des fois on s'énerve, mais c'est plus on fera ça et plus on sera nombreux et nombreux à le faire, plus ouais, on les fera bouger un tout petit peu. Alors déjà il y a vachement de travail au préalable. Alors il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est vraiment sur des objets que je connais très bien. L'idéal c'est quand j'ai travaillé dessus, même directement, mais le problème c'est que une fois que tu as fait 1 ou 2 fils sur la garde nationale ou sur... je crois que j'en ai jamais fait sur les travaux, j'ai fait des recherches sur les pétitions envoyées aux chambres, mais là
Là, je me dis que c'est tellement précis, je vois absolument pas comment j'ai pu le mettre, mais donc sur mes propres trucs, c'est rare parce que c'est le problème. On travaille sur des objets tellement précis que quand tu passes à la vulgarisation, il faut quand même que tu dézoomes un peu d'une certaine façon. Mais bon, en gros, si tu veux, l'histoire politique du 19e siècle français, là je pense que, il n'y a pas de problème. Donc dans ces cas-là, c'est très facile. Ça m'est arrivé d'être obligée, enfin pas d'être obligée parce que personne ne m'oblige, mais de me sentir obligée de faire des fils sur de l'histoire du 20e siècle, que je connais moins parce que je suis spécialiste du 19e, ou du 19e siècle, mais pas européen. Donc là, dans ces cas-là, je lis comme si en fait, il y a des fils que je prépare comme je prépare un cours de L2 à peu près, le même type de travail de préparation, de lecture, etc. Après, il y a un gros travail d'écriture, parce que d'abord parce qu'il faut faire ces différentes phrases de 280 signes, d'autant que moi je refuse absolument qu'une phrase court d'un tweet à l'autre. Il faut que c'est une espèce de règle que je me... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que parce que Twitter, si quelqu'un répond à un fil, ça va couper quand les gens... Donc si tu as arrêté ta phrase en plein milieu, en fait, tu peux très bien te retrouver avec quelqu'un qui n'a jamais la suite. Donc il ne faut pas se retrouver en situation d'une phrase d'un bout de phrase qui se retrouve isolé, d'autant qu'en plus on sait bien que c'est dans ces cas-là que on te fait dire tout et n'importe quoi, parce que si le truc important il est dans l'autre bout de phrase et qu'il est perdu, t'es mal. Donc il faut que chaque tweet soit clos sur lui-même d'une certaine façon et qu'il n'y ait pas besoin d'un autre, en tout cas pour lui donner du sens, parce que forcément l'ensemble est nécessaire, mais il doit avoir du sens en tant que tel. Donc ça demande un travail d'écriture, ça demande un travail de vulgarisation de l'écriture, parce que si tu écris comme tu fais un article scientifique, tu perds tout le monde, parce qu'il faut lever tout un tas d'implicites qui sont évidents pour nous et qui ne le sont pas. Donc même s'il en reste, forcément, je ne peux pas, quand j'écris Monarchie de Juillet, à chaque fois expliquer ce que c'est que la Monarchie de Juillet. Bon, il y a des gens, ils ne sauront pas forcément, mais il faut faire attention à ne pas avoir trop de jargon, ou alors de l'expliquer. Dans tout ce qui est enseignement, je pense que là il faut essayer de marquer une distance, mais justement ce qui est bien, c'est que tout le monde veut la marquer en fait. Je pense que ce serait insupportable pour les étudiants si je me la jouais sur Twitter. Je suis prof face à eux, et même si je suis plus militante, et je fais une histoire plus clairement affichée de gauche, ça va pas changer le contenu, mais dans les points d'exclamation, c'est sûr ça fait partie du jeu aussi, mais je suis contente que la révolution l'emporte, et je suis déçue quand donc je le fais sentir dans les tweets par des petits commentaires, ce que je ferais pas en cours. En cours, je joue moins ce jeu, mais c'est quand même deux types de discours et de récits et d'analyses historiques qui sont quand même un peu différentes, quoi. Oui, des fois c'est conflictuel, ça peut arriver, mais pour l'instant ça gère, quoi. Ça peut aussi être conflictuel dans l'autre sens. C'est aussi pour ça que quand j'étais au parti de gauche, c'était pas évident, parce que le problème des partis, quel qu'il soit, c'est quel parti de gauche, mais ça aurait été pareil si j'étais au PC ou n'importe où, c'est qu'ils ont tous tendance à avoir leur roman militant. Mais si avec Laurence, d'autres, on se bat contre le roman national, c'est pas pour verser dans le roman militant. Donc il y a plein de fois où je leur disais, non, en fait, non, votre interprétation de la Révolution française, elle ne correspond pas, ça marche pas plus. Alors c'est sûr que ça me paraît moins grave que quand on dit que Pétain était le bouclier, mais au bout du compte, historiquement, c'est faux aussi, des trucs, je me souviens plus de... Mais voilà, des fois, l'histoire aussi vous fait pas plaisir. Non, désolé, ça c'est plutôt Laurence qui raconte ça souvent, mais je trouve que c'est un bon exemple. Non, en fait, il n'y a pas de tabou sur l'histoire de la colonisation dans l'histoire des programmes.
non, on en a beaucoup parlé, non, on n'a pas masqué la guerre d'Algérie, non, on n'a pas masqué le 17 octobre 61, c'était dans les programmes. Et en fait, tu te heurtes à des discours militants qui sont aussi des romans pas nationaux, mais des romans militants. Et là, c'est dans l'autre. Là, à la limite, c'est plus dur. Moi, je me souviens il y avait tout un moment où dans le parti de gauche, ils avaient toute une espèce d'histoire de la Révolution française. C'était marrant parce qu'elle était assez datée, en gros, c'était un peu une historio des années 30, quoi. Et toi, t'arrives en disant, ben non, c'est plus complexe, non, ça n'a pas commencé comme ça. Non, désolé, c'est quand même libéral, il y a quelques problèmes. Et ben là, je trouvais ça plus dur dans ce sens-là, parce que comme on était là comme militant, quand d'un seul coup tu redevenais le scientifique qui refusait finalement de légitimer par ta caution universitaire un discours qui en fait était là aussi une réécriture, une instrumentalisation de l'histoire, et que tu leur expliques que en fait, si tu luttes contre les instrumentalisations de l'histoire, que celles qui sont de droite te font encore plus chier parce qu'elles soutiennent des idéologies qui te déplaisent, mais tu vas pas non plus laisser passer celles de gauche, mais en fait, ils sont pas très contents. Donc c'est plus dans cet espace-là que ça a été le plus difficile à vivre. Et c'est pour ça que maintenant je suis contente de plus être dans un truc, parce que c'est plus facile d'avoir cette position que quand tu es à l'intérieur d'une organisation et on pense que quelque part tu trahis un peu, même si ça arrive. Ça m'est arrivé des fois de reprendre des paroles de Mélenchon ou d'autres, et les LFI sont hyper déçus en me disant ah, pourquoi tu fais ça. Ben oui, mais je fais ça parce que c'est aussi si je le fais là que vous me croyez quand vous êtes content quand je le fais contre d'autres instrumentalisations. C'est-à-dire que voilà, je suis pas juste là pour taper sur la droite, je suis là pour taper sur les réécritures de l'histoire aussi, quoi. Et des fois, ils en font aussi. Elles me semblent politiquement moins graves, mais scientifiquement tout aussi problématiques, on va dire.